Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau cahier de vacances où je vais vous présenter ce qu'on appelle l'inbound marketing. On va essayer de démystifier en fin de compte beaucoup de termes utilisés dans le monde du marketing pour amener, je dirais, un éclaircissement sur ces nouveaux usages. Et je vais essayer de vous emmener dans une transposition de ces nouveaux usages sur des choses que vous connaissez déjà, quoi, en fin de compte, pour arriver à bien comprendre ce qu'il se cache derrière ces mots un peu barbares. Mais l'objectif, hein, c'est bien comment je fais pour attirer des leads et les transformer en clients. Voilà, donc comment faire pour faire venir des prospects plutôt que d'aller les chercher. Je m'appelle Stéphane Gracier, je suis donc le président de l'agence Gracier Co. C'est une agence que j'ai créée en 2011 et notre métier, c'est d'accompagner en fin de compte nos clients dans leur croissance grâce à notre connaissance du web et des métiers du web pour aller chercher en fin de compte acquérir du trafic qualifié et faire en sorte que ce trafic constitué d'êtres humains transforme. Alors la transformation, ça peut être organisé de différentes manières. Ça peut être une mise au panier avec du transactionnel sur les sites e-commerce, comme ça peut être une demande d'information, une demande de rendez-vous, ou simplement un contact téléphonique, un rappel immédiat, etc. Il y a des tonnes de manières de mesurer la transformation et notamment l'efficacité de la démarche d'inbound marketing. Alors, on va éviter le tour de table là parce que je vous vois pas et puis on risque c'est pas prévu de tour de table, Caroline? Non, en effet, pas de tour de table prévu parce qu'on est assez nombreux, donc ça risque d'être assez long. Mais moi, je vais résumer les petits tours de table parce que dans les inscriptions, j'avais pas mal d'infos. Comme on l'a déjà expliqué, ce cahier de vacances web marketing, la plupart des personnes qui sont présentes sont là soit pour découvrir un petit peu les bases du web marketing ou sur les sujets aller un peu plus, en savoir un peu plus et se mettre à jour sur leurs connaissances sur le web marketing. D'accord, d'accord. Oui, parce il y a Robin, je crois, que j'ai vu, hein. Ouais, il y a Robin, il y a d'autres adhérents, il y a aussi des personnes plus novices, des commerçants. C'est une cible assez large. Donc, c'est pour ça que je t'avais expliqué, mais on essaie de donner les termes, on évite les acronymes ou on les explique pour être le plus large et compréhensible de tout possible. Je vais tenter d'être andragogue. Oui, de toute façon, s'il y a des questions et des termes que vous ne comprenez pas, comme d'habitude, vous utilisez le chat et moi, j'arrête Stéphane pour le questionner. Bon, alors j'aurais dû remettre à jour cette diapo, désolé, mais c'est simplement. Alors aujourd'hui, on est 8, on est plus 6. Simplement pour expliquer que dans ces métiers du web, il y a beaucoup de métiers qui permettent de fabriquer l'expérience utilisateur et d'emporter le succès. Ça s'improvise pas et ça se professionnalise de plus en plus. Donc aujourd'hui, pour faire notre métier d'acquisition de trafic, euh, on a beaucoup de profils. On a Graciane que vous voyez tout en haut à droite là qui fait de la gestion de prod. Tom, qui est plus là, mais qui était stagiaire, qui était contrat pro, qui faisait du dev là, en génie logiciel. Vous avez juste à gauche Marine, qui est UX designeuse, c'est-à-dire qu'elle est vraiment sur l'ergonomie empathie de l'usage, c'est-à-dire qu'elle construit des scénarios utilisateurs pour permettre en sorte de donner aux utilisateurs ce qu'ils attendent quand ils sont sur un site web. Et on va voir que dans le monde de l'inbound marketing, c'est extrêmement important de s'intéresser au parcours utilisateur, au scénario. Euh, on a Justine juste en dessous là qui est développeuse full stack, c'est-à-dire qu'elle est polyglotte du code. Elle parle tous les langages ou la plupart des langages les plus utilisés sur le web pour être capable d'apporter des réponses à nos clients, que ce soit dans le cadre où on réalise des projets de A à Z ou dans le cadre où on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des très gros clients sur lesquels on est bien trop petit pour pouvoir exécuter les travaux par la suite. Et tout le monde fait aujourd'hui ce qu'on appelle du référencement naturel. Alors vous allez voir que
En fin de compte, derrière inbound marketing, on a le référencement naturel. C'est un nouveau mot, l'inbound marketing. Là, c'est une conférence que j'ai sortie, je sais plus, il y a 5 ou 6 ans. Et on voit elle est encore d'actualité. Ça commence à se répandre. Il y a toujours un grand délai entre le moment où on définit la matière et le moment où elle rayonne, je dirais, plus largement dans les usages. Alors, pour arriver à se donner une définition de l'inbound marketing, qui en avait déjà entendu parler? N'hésitez pas. Alors, elle s'y connaissait. Donc, pas tout le monde apparemment. Alors, pour faire simple, on utilise l'inbound pour définir l'inbound marketing, on peut le mettre en opposition à l'outbound marketing. L'outbound marketing, c'est le marketing traditionnel. C'est la téléprospection, par exemple. C'est les gens qui vous appellent chez vous, vous n'avez rien demandé, c'est extrêmement intrusif. Et c'est en général, c'est intrusif. C'est l'emailing. L'emailing, vous l'avez pas demandé. Vous n'avez rien demandé, vous recevez des propositions, mais vous n'avez pas sollicité qui que ce soit pour les recevoir. C'est aussi intrusif. Le porte-à-porte, le bon vieux porte-à-porte du commercial à la Jean-Claude Convenant là, de Caméra Café, c'est aussi intrusif. L'inbound marketing, c'est tout l'inverse. C'est pas vous qui allez chercher votre client, c'est votre client qui est en recherche d'informations et qui va utiliser un moteur de recherche pour chercher quelque chose. Donc c'est vraiment ça l'inbound marketing, c'est vraiment la démarche proactive de l'utilisateur, c'est-à-dire du récepteur du message, à faire la démarche d'aller chercher le message. Et ça a révolutionné les relations entre les individus. On va voir ça tout de suite, tant qu'à faire. Alors, on va parler du Web 2.0. Je me rappelle, dans les années 2000, il y avait des grandes discussions dans les bureaux où tout le monde essayait de mettre un terme derrière le mot Web 2.0. Et c'était extrêmement compliqué parce que les consultants ne sont jamais d'accord. Alors, le Web 2.0, pour moi, c'est très simple. Hein, c'est le jour où le récepteur a la possibilité de devenir émetteur à son tour. En matière de communication, on va parler de communication parce que le marketing, finalement, si on regarde les définitions d'aujourd'hui, le marketing, c'est plus, comment dire, s'est mis à servir la communication, au même titre que le fond a disparu, il n'y a plus que la forme, que l'économie a été asservie par la finance. Aujourd'hui, si on cherche des définitions de la communication sur le web, on va s'apercevoir qu'elle est réduite la communication à des canaux qui permettent de mettre en application des stratégies marketing. Bon, ce serait nous faire croire que Jules César, quand il communiquait avec ses armées, il faisait du marketing. Non, ça n'existait pas à l'époque, il communiquait. Hein, l'art de communiquer, c'est l'art d'éviter les guerres, de mettre des glossaires, des définitions sur les termes pour parler le même langage. Et en matière de communication, depuis la naissance de la parole, il fallait avoir des moyens pour communiquer. Que ce soit au Moyen-Âge où il fallait avoir des porte-voix ou que ce soit il y a ça 30 ans où il fallait avoir beaucoup de budget pour passer à la télévision, à la radio ou sur les journaux. Du jour au lendemain, on a eu les blogs qui sont arrivés, on a eu les forums qui sont arrivés et ça a révolutionné les relations entre les individus. Du jour au lendemain, le récepteur du message pouvait devenir émetteur à son tour. C'est ce qui a amené, là je ne vais pas rentrer dedans, c'est une autre conférence, mais les barbares du web à révolutionner les usages. Quand j'entends les barbares, hein, c'est une comparaison aux barbares qui ont envahi Rome grâce aux routes romaines. Les barbares, qui sont les GAFAM, ont envahi les différentes sociétés à travers le web. Et l'émancipation de ces acteurs a été permise par l'accès à la connaissance dans un premier temps, grâce au web, et la possibilité de s'exprimer dans un deuxième temps grâce au web. Et ça a complètement révolutionné les rapports entre les individus. On voit cette dame-là qui est en train de consulter son smartphone avant d'aller faire ses emplettes. On se projette sur le vendeur Darty, qui était un sachant jusqu'à présent, ou le médecin,
tous ces sachants qui détenaient le savoir et qui du jour au lendemain ont vu leurs clients, leurs patients, leurs usagers s'instruire directement sur le web, acquérir de l'information. Et aujourd'hui, le vendeur d'arty, lorsqu'il reçoit un client chez lui, le vendeur d'arty, il a plusieurs centaines de références à maîtriser et il a de fortes chances que ce client qu'il reçoit chez lui va avoir épluché les 3-4 modèles qui l'intéressaient et forcément acquis un niveau de compétence technique supérieur à celui du vendeur. Et la relation doit évoluer. En l'occurrence, vous allez voir quand on va parler d'inbound marketing, si le chaland est tombé sur les informations éditées sur le blog du vendeur, le vendeur il va être plutôt crédible, quoi. Si c'est pas le cas, et c'est pas le cas dans la majorité des cas, le vendeur d'arty va devoir s'adapter et prendre en compte ces nouveaux usages. Donc voilà, déjà pour poser un peu le principe de l'inbound marketing, c'est que premièrement, l'utilisateur fait la démarche de rechercher l'information. Et deuxièmement, l'émetteur a intérêt à être pertinent dans l'information qu'il diffuse s'il a envie de capter l'utilisateur. Tout va bien? Il n'y a personne qui lève la main? A priori, c'est bon, pas de questions. Et beaucoup de personnes ne connaissaient pas l'inbound marketing, donc c'est bien ce petit rappel. Alors, comment ça marche? La première pierre angulaire la première pierre de l'inbound marketing consiste à attirer des visiteurs sur son site web. Alors, je vais insister, on pourrait parler d'inbound marketing pour attirer ses visiteurs vers Facebook, par exemple, vers sa page Facebook. Nous militons depuis des années et aujourd'hui, on a notamment une loi sur le Patriot Act qui a été l'Union européenne a arrêté le fait que l'utilisation des outils américains, etc., est illégale pour la vie privée. Dans le même cadre, quand vous faites des publicités sur Facebook par rapport à la loi RGPD, le Règlement général sur la protection des données personnelles, il faut savoir que faut lire les conditions générales de Facebook. Quand vous faites de la pub, Facebook se décharge complètement sur vous. Et vous êtes entièrement responsable et vous utilisez des solutions illégales qui mettent en danger la vie privée des utilisateurs de Facebook et c'est vous qui êtes responsable. Mais personne ne voit ça, jusqu'au jour où c'est l'histoire des traumatismes, on dit je n'aurais jamais pensé que ça me serait arrivé. Donc c'est pour ça qu'on milite, si vous voulez, pour que les personnes qui souhaitent aujourd'hui avoir un patrimoine sur le web construisent le patrimoine chez eux, sur leur site. Quand vous êtes sur Google, sur Facebook ou où que ce soit, vous n'êtes pas chez vous. Vous gonflez le patrimoine de Facebook, mais vous n'êtes pas chez vous. Si un jour Facebook ou LinkedIn ou je ne sais quoi décide de fermer sa politique, si un concurrent vous dénonce pour X raisons, etc., vous perdez tout du jour au lendemain. Donc en matière de pérennité, c'est pas top. Et en matière de patrimoine, parce que je parle de patrimoine, aujourd'hui ça fait 10 ans que chez Gracian Co, on pose des contenus, on pose des sites pour nos clients, mais aussi pour nous. Aujourd'hui, on a un patrimoine qui nous permet d'avoir une certaine puissance et crédibilité. Donc voilà, l'objectif, c'est bien d'attirer les gens chez soi et pas d'attirer les gens chez les autres. Si on attire les gens chez les autres et qu'on se fâche avec les autres, on perd tout. Donc première étape de l'inbound marketing, faire venir des gens sur mon site web. La seconde étape, c'est de leur donner envie de rester sur le site, de faire ce qu'on appelle du nurturing, d'éduquer, d'élever ses utilisateurs. Très simplement, en matière on va parler un peu de requêtes. Vous, en tant qu'utilisateur, quand vous cherchez une information, en fonction de votre niveau de maturité, vous allez soit faire une requête, c'est les mots-clés que vous tapez dans le moteur de recherche. Vous allez faire une requête transactionnelle. Je sais pas, vous êtes sur un site de vente de produits bio vous tapez la requête, je sais pas moi, farine bio 5 kilos, quoi. Là, vous voulez acheter 5 kilos de farine bio. C'est une requête transactionnelle. On n'a pas trop de soucis avec ça. On vous rentre directement. Si vous faites cette recherche-là et qu'on arrive à vous capter, on fait bien notre travail. On vous vend votre paquet de farine. Vous êtes content, vous êtes bien servi, vous recevez les trucs en temps et en heure, etc. Tout va bien. Votre expérience est concluante et vous allez vous rappeler de nous.
Il y a une autre forme de requête, ce sont les requêtes informationnelles, c'est-à-dire, et c'est la majorité des requêtes, hein, c'est l'usager qui a un besoin d'information, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore en mode transactionnel, il ne veut pas encore acheter, mais il a besoin d'acquérir de la connaissance pour se décider. Et bien là, grâce à un blog bien fourni, grâce à des informations de qualité, on va réussir à nous positionner, à positionner notre site web, les pages de notre site web sur le chemin de notre internaute quand il va faire sa requête. Et on va certainement le convaincre. Le problème, c'est qu'il ne va pas encore mûrir, il ne va pas basculer en mode transactionnel. Il va peut-être mettre une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, ça dépend des cycles de vente. Et c'est là où il est très important, en fin de compte, de lui donner envie de rester. Il faut créer du lien. Il faut faire en sorte, en fin de compte, que cet utilisateur transforme d'une manière ou d'une autre avec une inscription à la newsletter, avec un rappel immédiat pour qu'on puisse lui emmener de l'information. Il faut faire en sorte que cet utilisateur crée un lien avec nous pour qu'on puisse l'alimenter avec de l'information jusqu'au moment où il va mûrir et il va passer en mode transactionnel. Et là, au moment où il va passer en mode transactionnel, on aura gardé le lien avec l'utilisateur et on ne prendra pas le risque qu'il retourne sur Google. Je parle de Google parce que c'est 90% des parts de recherche, aujourd'hui encore malheureusement, mais si il se rappelle plus de nous, il va se rappeler du bon conseil qu'on lui aura donné, mais il va retaper une requête dans Google et on va prendre le risque qu'il arrive sur le site d'un concurrent. C'est pour ça qu'on va lui donner envie de rester sur le site. On va fabriquer une expérience positive pour lui donner envie de rester sur le site jusqu'au moment, enfin sur le site et de revenir sur le site bien évidemment, hein, jusqu'au moment où il va pouvoir basculer en mode transactionnel et là on va transformer ce prospect en client. Ensuite, on était dans cette partie amont qui est la chasse et la transformation. Une fois que j'ai un client, il va falloir que je m'en occupe et il va falloir que je le fidélise de manière à bénéficier de cooptation, de manière à faire en sorte que nos meilleurs ambassadeurs sont nos clients. Et une fois qu'on a réussi cette chaîne de valeur, finalement, on est parvenu, en utilisant le web, à chasser des clients avec ces nouveaux usages, à chasser plutôt des prospects, pardon, à les transformer en clients et en faisant bien notre travail, à faire en sorte de les transformer en ambassadeurs. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse là. C'était pas prévu, mais là, hop, on va faire ça. Non, c'est pas ça, pardon. Merde. Est-ce que jusque-là, tout le monde suit Est-ce que c'est à peu près clair pour vous? Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à nous dire. Hop, tiens, tant pis, je trouvais pas, mais je vais le trouver là. Hop. On va parler un tout petit peu de qualité parce que ça me semble extrêmement important. Tiens, on va prendre cette image-là, là. Hop. Est-ce que non, vous la voyez là, mon image ou pas? Non, on est toujours sur ta présentation là. Ah, En tout cas, c'est très clair pour tout le monde pour l'instant. hop. Alors, bon, c'est pas grave. Je vais essayer de vous décrire. Il faut que vous vous projetiez, mais ça va pas être très compliqué parce qu'on est tous des usagers du web, de se projeter dans ce que peut vivre un utilisateur lorsque quand il engage une démarche de recherche de produits ou de services ou d'informations sur le web. La première chose que nous faisons tous quand nous recherchons quelque chose, c'est qu'on utilise un moteur de recherche, on fait une requête et on veut trouver la bonne information. Et pour trouver la bonne information, finalement, le site ou la page, parce que Google, Facebook ou votre site, tout ça, c'est que des sites. Il n'y a pas de tout. Internet n'est constitué que de pages web et de liens hypertextes qui relient les pages web entre les autres, les unes entre les autres. C'est le web. Alors, en tant qu'usager, la première chose qu'on fait quand on veut trouver un site, c'est qu'on commence à chercher. Et là, le site a intérêt à être visible. Si le site n'est pas visible, on va être déçu, on ne va pas le trouver. La visibilité, ça touche déjà
au positionnement, ça touche à la communication. Il faut être capable de définir, quand on veut être visible, de savoir qui va nous chercher, qu'est-ce qu'ils vont chercher. C'est compliqué de faire venir des véganes dans un McDonald's. Ils ont essayé, il n'y a pas eu beaucoup de succès. Donc ça touche au positionnement, au métier de la communication. Ça touche à ce qu'on appelle le référencement naturel. Il faut connaître les mots-clés sur lesquels les utilisateurs vont venir nous chercher, etc. Bon, si on arrive à remplir cette première fonction, d'être visible quand l'utilisateur cherche une information, ça commence déjà bien. Ensuite, en tant qu'utilisateur, quand on a trouvé le site que nous cherchions, on va avoir une bonne perception. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur le site, on veut que ce soit intuitif, on ne veut pas qu'on nous explique où est-ce qu'il faut cliquer pour comprendre le fonctionnement du site. Il faut qu'on dépense le moins d'énergie sur le plan cérébral, sur le plan cognitif, pour que le site fonctionne. Donc ça touche au métier de l'UX design, ça touche au métier du graphisme. Donc là, on a déjà beaucoup de métiers pour participer au succès de notre expérience en tant qu'utilisateur. Et on est tous utilisateurs et on a là, autour de cette assemblée, même si vous pensez pour certains ne pas être des personnes avancées sur le numérique, vous êtes tous là, vous avez tous réussi à vous servir de la visio, vous êtes déjà plus avancés que ma grand-mère. Et pourtant, ma grand-mère, elle doit payer ses impôts sur Internet. Et il faut comprendre tout ça. Donc, vous cherchez, vous trouvez, donc le site est visible, c'est une bonne chose. Vous arrivez sur le site et vous en avez une bonne perception parce que il est épuré, il est de bonne qualité. Enfin, vous avez les couleurs sont correctes, etc. Vous arrivez à naviguer correctement dessus, donc vous êtes bien rassuré. Le site en plus n'a pas de virus. Il charge vite. Vous ne tombez pas sur désolé, la page que vous recherchiez n'existe pas ou a disparu. On est tous tombés là-dessus à un moment ou à un autre. Donc là, il faut que techniquement le site fonctionne. Ça touche à beaucoup de métiers. Ça touche au code, donc au développeur, la manière avec laquelle il va développer le site. Ça touche à ce qu'on appelle l'hébergement. L'hébergement, c'est là où le serveur qui diffuse le site sur le web se situe. Est-ce que le serveur est de bonne qualité? Est-ce qu'il est suffisamment puissant pour permettre que les pages chargent vite? Mais est-ce que le propriétaire du site n'a pas mis des images trop lourdes sur le site? Parce qu'on a beau avoir un site qui charge vite, qui est performant avec un bon serveur, si le propriétaire du site a mis des images trop lourdes, le site va charger lentement. Et ça va créer des déceptions. On l'a tous vécu, des pages qui mettent 15 secondes à charger, qu'est-ce qu'on fait? On part tout de suite. Et enfin, en tant qu'utilisateur, si on a trouvé le site, qu'on s'y sent bien, qu'il fonctionne correctement, on va pouvoir consulter les contenus. Et on va parler beaucoup de contenu quand on va parler d'inbound marketing. C'est extrêmement important. C'est la pierre angulaire de tout, finalement. On l'oublie bien souvent. C'est les contenus. Et si les contenus sont de qualité, s'ils sont intelligibles, s'ils sont prometteurs, fidèles à la réalité, en tant qu'usager, on va commander les services, on va commander le produit, on va faire appel à l'expertise du propriétaire du site. Mais en réalité, en tant qu'utilisateur, ce qui nous intéresse, c'est je veux trouver, 2, je veux que ça arrive dans ma boîte aux lettres. Ce qui se passe au milieu, c'est-à-dire le site, je m'en moque royalement, il a intérêt à fonctionner. Donc, je ferme cette parenthèse, mais elle est extrêmement importante. Si demain, vous souhaitez mettre en place une stratégie d'inbound marketing, c'est de vraiment penser à l'utilisateur, à la qualité que vous devez offrir à vos utilisateurs, parce qu'on est tous utilisateurs et parce qu'on a tous vécu des expériences décevantes en matière de qualité, quoi. Alors, je ferme cette parenthèse. Et si on offre une expérience globalement réussie, on va transformer nos utilisateurs en ambassadeurs et ils vont être très fiers d'emmener leurs amis, leurs connaissances dans la découverte de notre proposition de valeur. Alors, en résumé, comment est-ce qu'on fait pour attirer, pour convertir, pour vendre et pour fidéliser? Ces 4 étapes de l'inbound marketing. Dans un premier temps, il faut il faut savoir à qui on s'adresse, comme on disait. Donc, on va mettre en place, on va créer on va faire ce qu'on appelle une analyse sectorielle. Une analyse sectorielle, l'objectif, c'est de définir en fin de compte qui sont les utilisateurs de mes services, qui je veux attirer, quelles sont leurs attentes, qui sont les concurrents qui se positionnent sur le chemin de mes utilisateurs et quelle stratégie je vais pouvoir mettre en œuvre pour aller chercher ces utilisateurs au regard de la concurrence. Donc là, finalement, il n'y a rien de sorcier. On ne fait que
qu'appliquer des méthodologies de stratégie commerciale existantes depuis toujours. À la différence qu'on est capable de capter une foule d'informations extraordinaires. Ça va être de moins en moins le cas puisque, et fort heureusement, et on est très rassuré, les lois protègent ou ont vocation à protéger de plus en plus la vie privée des usagers pour limiter ce type d'informations. Quand vous faites des pubs sur Facebook, vous pouvez connaître la préférence sexuelle, la religion des gens, etc. C'est extrêmement intrusif. Alors on dira les gens n'avaient qu'à pas laisser leurs informations, ils sont conscients et tout, mais en réalité les gens sont complètement inconscients, mais inconscients, parce que ces nouveaux usages, ni la morale, ni la loi n'ont permis de les cadrer. Donc seule l'éthique est capable d'avoir un certain recul aujourd'hui, d'offrir un certain recul sur la dangerosité. Les gens de Facebook, là, les anciens inventeurs du like, de ceux qui cherchent les récompenses là sur le plan cérébral, l'expliquent tous. Et moi, ça fait des années que j'essaye d'alarmer. Il suffit pour modéliser le comportement des individus, finalement, de les analyser dans des situations données. Et là, c'est l'objet de l'inbound marketing. C'est-à-dire qu'on crée des comportements en fonction de situations, parce qu'on a étudié le comportement dans des situations naturelles. Donc, c'est une sorte de rétro-engineering social. Il suffit d'étudier les gens quand il y a le Covid. Et ensuite, on sait comment manipuler les gens. On recrée une situation de Covid et on sait exactement quels seront le comportement des gens. Alors, tout le monde pensait que c'était pas dangereux parce que c'est le marketing qui faisait ça et c'était pour nous vendre des produits, etc. Mais c'est les mêmes mécanismes qui existent à toutes les échelles. Bon, je vais arrêter les digressions là, désolé. Mais c'est important de bien comprendre que l'inbound marketing tel qu'il est présenté en règle générale comme quelque chose d'extrêmement valeureux parce que on n'est pas intrusif et parce qu'on se positionne sur le chemin de l'utilisateur, en réalité, on est pertinent en inbound marketing parce que on est capable de modéliser précisément les utilisateurs et qu'on est capable de créer des scénarios sur lesquels on va les emmener dans le comportement souhaité. Ensuite, une fois que on a attiré nos visiteurs, on va pouvoir, grâce à tous ces outils d'analyse comportementale, alors je vous rassure, on a des possibilités, nous chez Gracie & Co, on est très, très regardant de tout ça. C'est même pas pour faire notre pub, mais on a des alternatives qui sont RGPD conformes et qui sont complètement anonymisées, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de faire de l'analyse comportementale, mais non individualisée. Alors forcément, c'est moins efficace, mais c'est quand même beaucoup plus sain et propre pour nos clients et nos utilisateurs. Et pour ma grand-mère. C'est dommage, je ne sais pas si c'est marrant ce que je dis, je ne vous entends pas. Ensuite, donc, on va pouvoir convertir, on va pouvoir améliorer le taux de conversion en analysant donc le comportement des utilisateurs, en faisant de l'A/B testing. L'A/B testing, c'est je crée une page et je regarde quels sont les résultats de cette page web. En matière de transformation et je modifie un tout petit peu cette page, c'est-à-dire je change l'emplacement des boutons rappel immédiat par exemple et je regarde si ces changements améliorent le taux de transformation. Ensuite, bien évidemment, il est intéressant de participer à des travaux de recherche en recherche et développement et en analyse comportementale. Il y a plein de labos, là, notamment à Poitiers, qui sont extrêmement intéressants en matière d'usage. Ensuite, une fois qu'on a converti, on a transformé, on a vendu. Et là, on a des outils de type CRM, c'est-à-dire tout ce qui est relations clients, qui vont prendre le relais pour capter beaucoup d'informations et être capable de nous fournir ce qu'il faut pour mettre en place des stratégies de fidélisation. Alors la fidélisation, c'est un truc tout simple, on peut analyser les bases de données clients pour être capable de déterminer dans un commerce, par exemple, la récurrence avec lesquelles les clients viennent. Et on a des algos qui permettent de récompenser certains clients
Et bien souvent, on s'aperçoit que c'est pas du tout les clients qui viennent souvent qu'il faut récompenser. Bon, ça, c'est là où ça devient intéressant d'utiliser les fameuses intelligences artificielles, hein, mais qui sont juste des outils de classification et de recommandation. Hein. C'est-à-dire, si j'ai un comportement identique qui est réitéré plusieurs fois dans une situation, si je recrée la situation, il y a de fortes chances que je retrouve le même comportement, quoi. L'idée, c'est de créer en fin de compte des scénarios de fidélisation, de mesurer les résultats et d'améliorer. Donc avec cette chaîne d'inbound marketing, finalement, on a le cycle, on crée une sorte de cycle vertueux entre guillemets de l'expérience utilisateur jusqu'à l'expérience client. Donc on attire, on convertit, on vend et on transforme en ambassadeur pour faire en sorte que nos clients restent et surtout qu'ils nous emmènent de nouveaux clients. Alors, je vais aller un peu plus vite. On a combien de temps? Il est quelle heure là? Il est 11h30, il nous reste une bonne vingtaine de minutes pour qu'on garde quand même un peu de temps pour les questions-réponses. Mais Ok. pour l'instant, on a l'air de suivre et je te rassure, certains ont souri ou rigolé à tes petites blagues. Ok, ouais, parce que faut qu'on s'amuse un peu quand même. Hein. Alors, on va se focaliser sur la première étape. Comment est-ce qu'on fait pour faire une stratégie d'inbound marketing? Alors, j'insiste parce que c'est bien au-delà de l'inbound marketing. C'est pour faire une stratégie de site web. Il faut se poser quand même quelques questions avant de se lancer dans une construction. Demain, si vous avez des invités et que vous devez faire à manger, il sera intéressant avant de vous lancer dans vos recettes, de savoir qui vous aurez à table. Combien de convives vous aurez, s'il y a des enfants, s'il y a des véganes, s'il y a des gens qui ne mangent pas de porc, etc. C'est quand même extrêmement utile d'avoir ces informations. Ça évite les déconvenus. Une fois qu'on a ces informations sur nos convives et donc sur notre cible, eh bien, on va pouvoir aller au supermarché. Alors, les gens qui sont dans l'hyper-agilité vous diront on ne fait pas d'estimation, mais je pense qu'on a tous eu cette expérience d'aller au supermarché sans liste de courses. Bon, quand on revient à la maison, il nous manque forcément quelque chose et ça peut être plus ou moins ennuyeux. L'objet de la stratégie, sans faire des plans sur la comète et tout en restant agile, c'est d'éviter d'oublier quelque chose et de se traîner derrière des dettes techniques qui vont être ou pas corrigeables et qui vont ou pas nous mettre nous envoyer dans le mur en matière de projet. Alors, j'aurais peut-être dû le mettre à jour. C'est un document. Je suis désolé. Je vous présente mes excuses. J'ai pas eu le temps de mettre le document à jour. Il a 5 ou 6 ans, donc nos méthodologies ont beaucoup évolué, mais la philosophie est là. Dans un premier temps, si on va parler d'un exemple fictif d'un magasin bio qui vend donc des produits bio et qui a besoin d'attirer des utilisateurs sur son site avec une stratégie d'inbound marketing. Alors, dans un premier temps, le magasin bio a intérêt à se poser de bonnes questions sur qui il est, ce qu'il fait, etc. Donc, là, je vais dérouler très vite, mais c'est les ébauches d'un plan de communication qui devrait être établi par l'entreprise, notamment en faisant appel à une boîte de communication qui fait de la stratégie. On n'est pas dans le marketing opérationnel, hein, on est vraiment dans la stratégie. Donc, se poser des questions sur les produits ou les services qu'on commercialise, sur les partenaires avec lesquels on fonctionne, sur les systèmes de livraison, sur la zone de chalandise actuelle et celle à pénétrer. Parce que on s'aperçoit qu'on n'a pas les mêmes usages d'un bout à l'autre de la France et d'un pays à l'autre. Donc on ne pourra pas du tout faire la même stratégie si on est en national, en international, ou même si on fait du local entre Marseille et Paris. Ensuite, c'est important de se poser les bonnes questions, hein, les atouts, les faiblesses. C'est le fameux SWOT, là, les opportunités et les menaces, même si c'est un peu dépassé aujourd'hui, mais ça permet quand même de se poser les bonnes questions. Et pour ceux d'entre vous là qui sont porteurs de projets ou qui ont lancé leur entreprise il n'y a pas très longtemps, j'espère que vous avez travaillé sur votre business plan et que dans votre business plan, vous avez tous ces éléments. Parce que c'est pas une fois que vous aurez la tête dans le guidon que vous pourrez vérifier ça, même si un business plan, ça se refait tous les 3 ans et actuellement, je pense que ça se refait presque tous les 6 mois, quoi, avec la conjoncture actuelle. Ensuite, si vous avez un site, faut vous poser les questions de les atouts et les limites de votre site.
et les objectifs de la refonte ou de la création à court, moyen, long terme. Encore une fois, faire une stratégie d'inbound marketing pour aller exclusivement sur les réseaux, c'est pas une bonne idée. Hein. Par contre, se servir des réseaux sociaux pour faire venir des visiteurs qualifiés sur son site et les transformer, là, c'est une bonne idée. L'objet sur le web, c'est bien de prendre la main et de la garder. Je vais vous parler d'un client, là qui fait de la construction de tribunes et de vestiaires sportifs là, qui est dans la région. Ils n'étaient pas très bien référencés. Ils avaient quand même un site, hein, mais ils n'étaient pas très bien référencés. Et il y a des vendeurs de devis qui s'appellent HelloPro qui absorbaient leurs photos et qui étaient mieux référencés et qui faisaient ressortir les photos du client dans Google Images. Et les prospects et les clients de mon client faisaient des recherches de tribunes et de vestiaires dans Google Images. Et comme ils arrivaient sur le site d'HelloPro, ils faisaient une demande de devis à HelloPro qui revendait la demande de devis à mon client. C'est-à-dire qu'il y avait un petit voyou, suceur de moelle, qui s'était positionné sur le chemin de l'utilisateur hein, lorsqu'il faisait sa recherche d'information et qui utilisait la matière de mon client pour capter en inbound marketing le client et revendre en fin de compte le lead au client. Enfin, un truc. Donc, c'est juste, j'insiste lourdement sur le fait que vous devez être autonome, vous devez avoir et garder la main sur le web, sinon vous êtes à terme, sinon vous êtes des zombies. À terme, vous êtes morts. Quoi. Et on se retrouve esclave en fin de compte des différentes plateformes qui imposent leurs conditions. Hein, notamment pour ceux qui lancent des sites e-commerce et qui vont sur Amazon. Je ne vais pas rentrer dans les débats, mais Amazon vous pousse à faire sa propre comptabilité à sa place. Hein. Au bout de 3 clients qui se plaignent, vous êtes foutu. Ça doit vous interpeller. Hein. Alors, les cibles. J'ai fait des interventions à l'Université de La Rochelle et on a une prof de marketing qui insiste là-dessus. Et voilà, les cibles, l'utilisateur, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui est important, c'est l'utilisateur. Donc, on se remet d'accord sur quelle est la clientèle actuelle et quelle est celle que vous visez. Une fois que vous êtes d'accord sur les cibles à atteindre, on va pouvoir parler de persona. On en parle de plus en plus des personas. Le persona, il y a 2 types de personas. Il y a les personas dits marketing, c'est-à-dire l'ambitieux, le téméraire, etc. Mais on ne peut pas en faire grand-chose. Et ensuite, il y a les personas qui découlent directement des métiers de l'UX design. Alors, l'UX designer, il est dans le web, il a un peu le métier de l'ingénieur développement produit dans le monde de l'automobile. Et le designer dans le monde de l'automobile a un peu le rôle du graphiste dans le web. Alors, le métier de l'UX design est arrivé il n'y a pas très longtemps. Pour une simple raison, c'est que jusqu'à présent, on n'avait que des graphistes sur le web et on avait des gens qui cherchaient à créer un effet waouh. J'ai le site qui ressemble à aucun autre. Et c'est une erreur parce que sur le plan cognitif, quand l'usager a besoin de se concentrer pour comprendre le fonctionnement du site, il se concentre plus sur son objectif, c'est-à-dire trouver l'information qu'il est venu chercher. Et ça, on l'a découvert en suivant les recherches des laboratoires spécialisés sur les analyses cognitives liées à l'usage. Ce travail sur la cible et notamment de construction du persona consiste en fin de compte à créer des clichés d'utilisateurs. On est vraiment dans le cliché. On détermine quelques grandes typologie d'utilisateurs et on va ensuite faire des interviews et on va pouvoir récupérer tout un tas d'informations sur ces usagers et consolider ces informations. Et dès qu'on a des caractéristiques communes, suffisamment de caractéristiques communes, on peut commencer à créer en fin de compte ces clichés, ces profils d'utilisateurs. Et on va pouvoir s'appuyer sur les caractéristiques de ces profils pour scénariser, pour créer en fin de compte le scénario d'acquisition. On va pouvoir déterminer quelles sont leurs attentes en matière d'information, quelles sont les requêtes, c'est-à-dire les recherches qu'ils font sur Internet. On va pouvoir déterminer le niveau de connaissance qu'ils ont de l'outil numérique pour adapter en fin de compte l'usage. Et une fois qu'on a toutes ces informations, on va pouvoir commencer à faire des scénarios. Une fois qu'on a les mots-clés, on va pouvoir savoir quels sont les concurrents qui se positionnent là-dessus. Et on va pouvoir regarder si ces concurrents sont plutôt sérieux ou pas. Alors,
j'ai Claire, je commence à avoir une bonne idée en fin de compte de son niveau de maturité et je vais pouvoir commencer à scénariser. Et grâce à ce scénario, je vais pouvoir commencer à me projeter en fin de compte dans la construction du site, dans la construction de l'expérience que je vais proposer à Claire, de manière très factuelle. Hein. Une fois que, donc je vous le disais, on a notre mot-clé, on sait que Claire, elle tape magasin bio en ligne. Ce qu'on voit tout ici, là, magasin bio en ligne, eh bien, je vais taper magasin bio en ligne dans Google et puis je vais regarder quels sont les concurrents qui se positionnent. Et là, je tombe sur un concurrent qui a l'air plutôt sérieux parce qu'il a quand même plus de 30 000 pages indexées, c'est-à-dire 30 000 pages enregistrées par Google. Je vais pouvoir prélever plein d'informations en fin de compte pour dimensionner la stratégie et savoir et définir si donc je vais regarder les mots-clés sur lesquels il est positionné, le nombre de mots-clés, le trafic qu'il arrive à capter. Je vais regarder les partenariats qu'il a, s'il est présent sur les réseaux sociaux, etc. pour dimensionner en fin de compte la stratégie et définir si je dois l'attaquer en frontal ou si je vais mourir à l'attaquer en frontal. Et là, on va voir que en fin de compte, pardon, une fois que j'ai défini euh, vraiment la bonne stratégie au regard de ma cible et au regard de la concurrence qui se positionne sur le chemin de ma cible, je vais pouvoir organiser tout ça dans une stratégie sémantique, on va dire, dans un premier temps. C'est-à-dire, je vais ranger tous mes mots-clés. Derrière mes mots-clés, j'ai des requêtes, donc j'ai des utilisateurs. Et je vais pouvoir ensuite répartir ces mots-clés-là dans un plan de site où je vais pouvoir envoyer mes différents utilisateurs qui ont des requêtes transactionnelles. Par exemple, là, c'est un site e-commerce, sur cet exemple fictif. Je vais les faire arriver directement dans des pages de produits. Quelqu'un qui tape baguette. Pardon ? Stéphane, il y a Marion qui demande comment trouve-t-on toutes ces informations. Je pense que c'était les informations sur les cibles juste avant. Oui, alors il y a des outils, sur les cibles. Sur les concurrents. Alors sur les concurrents, la plupart des outils sont payants. Il y a Yoda Insight par exemple qui est pas mal. Il y a un outil qui s'appelle Yoda Insight. Vous avez un autre outil qui s'appelle SO Observer. Je vous parle des outils qui sont de bonne qualité. Ils ne sont pas donnés, mais ils sont vraiment efficaces. Parce qu'après, vous avez SEMrush qui est très connu, mais qui ne vaut rien. La data, elle est complètement obsolète. Google AdWords, le générateur de mots-clés de Google AdWords aujourd'hui ne vous donne plus d'informations. C'est très compliqué. Si vous avez SimilarWeb, qui est pas mal. Il y en a un paquet. Mais après, on a des formations pour ça. Je ne peux pas résumer 10 ans d'expertise en 15 secondes comme ça. C'est compliqué, mais on a beaucoup de formations là, sur ces sujets-là. Là, pour faire du transfert de compétences, pour ceux que ça intéresse. Je vous ai mis quelques liens cités par Stéphane dans le chat, mais en effet, ces conférences, ça reste un premier niveau d'information et pour aller plus loin, il y a d'autres formats bien plus adaptés. Là, l'idée, c'est de prendre conscience, en fin de compte, que avec la bonne méthodologie, on n'a pas de limite. On peut atteindre n'importe quel objectif. J'en prends Julien Dumas, qu'on a formé en rédaction web, là, petit bouchon, là. Il a explosé, il a multiplié par 30, je crois, ou 40 ses ventes à Noël il y a 2 ans. Enfin, juste en écrivant des contenus de qualité, en répondant aux attentes des utilisateurs, il a complètement explosé, quoi. Donc là, une fois qu'on a notre plan de site, on sait qu'on a différents modèles de pages avec des fonctionnalités qu'on mettra dessus et on commence à avoir une idée du budget qu'il nous faut pour créer un projet. Tant qu'on n'a pas ça, on est forcément dans le flou. Ce serait vouloir mettre en place un outil pour aller capter des usagers et les transformer en clients sans faire ces étapes-là au préalable. Ça revient à aller faire vos courses sans liste et sans savoir qui vous aura à table. Et ça, ça fait 10 ans bientôt 11 ans qu'on défend le truc. Ça commence à percer. Commence à avoir un niveau de maturité parce que à force de shooter dans le caillou, on commence à regarder où on met les pieds, quoi. Alors, comment faire donc pour attirer du trafic qualifié? Votre site,
Alors voilà, oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Vous voyez, j'ai mis le site au milieu parce que ce soit Google AdWords pour faire de l'achat de mots-clés dans Google pour ressortir plus rapidement, que ce soit Facebook, que ce soit Google, que ce soit le blog de Nathalie, la caractéristique commune de tout ça, le point commun de tout ça, c'est quoi? C'est les contenus. Les contenus, les contenus, les contenus. Il n'y a pas de secret. Qu'on parle de content marketing, qu'on parle de Google AdWords, euh, on propose des contenus et on référence ces contenus. Euh, le social selling, hein, c'est quand on fait du croisement sur les différents réseaux, etc. Mais Facebook, LinkedIn, tous, ils se battent pour que vous créez des contenus natifs chez eux. Et d'ailleurs, si vous faites des vidéos, quand vous mettez une vidéo sur Facebook, quand vous la mettez en natif, c'est-à-dire que vous la postez sur Facebook, elle aura beaucoup plus de puissance que si vous faites une vidéo sur votre site et que vous mettez un lien de votre site sur Facebook. Pourquoi? Parce que le nerf de la guerre, c'est d'être propriétaire des contenus. Et quand vous créez de la valeur ajoutée avec votre propriété intellectuelle et que vous la cédez aux plateformes, vous donnez de la valeur aux plateformes et pas à vous. Dans tous les cas, quoi qu'il se passe, le nerf de la guerre, c'est les contenus. On peut le retourner dans tous les sens. Alors les contenus, c'est pas que les textes, hein. Les contenus, c'est les vidéos, c'est les photos, c'est ce que nous, en tant qu'utilisateurs, que nous sommes tous, allons chercher sur le web. Alors, ça, je vous ai déjà présenté le truc. Il y a des requêtes, il y a les recherches transactionnelles, il y a les recherches informationnelles. Dans tous les cas, l'utilisateur, il veut vous trouver et pour vous trouver, il fait une requête. Et quand il fait cette requête, il vient chercher des contenus. Cette requête, elle s'adresse avant tout au moteur de recherche. Un moteur de recherche. Et là, je vais vous donner enfin, là, dans quelques secondes, un outil et une méthodologie qui va vous permettre de faire de l'inbound marketing. C'est aussi l'enjeu, c'est que vous repartiez avec quelque chose que vous puissiez utiliser. Mais il fallait bien comprendre le contexte, les enjeux, et que ça ne s'improvise pas. Si j'avais commencé par l'outil tout de suite et que vous n'aviez pas cerné l'importance de la stratégie en amont, l'outil vous servira à rien. Il faut bien sûr ne pas oublier que quoi qu'il se passe, votre site doit être et vos contenus doivent être digérés par des moteurs de recherche pour être ensuite visibles auprès des utilisateurs. Si les moteurs de recherche ne comprennent pas que vos contenus sont pertinents pour répondre aux besoins des usagers, eh bien, ils ne les proposeront pas aux usagers. C'est là où le référencement naturel ou le SEO pour Search Engine Optimization prend tout son sens. Et il prend tout son sens, notre métier, dans l'ensemble du cycle de vie ou dans l'ensemble du cycle de l'expérience de l'utilisateur. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. 1, il faut de la visibilité. 2, il faut une bonne perception. 3, il faut que ça charge vite, que ça fonctionne correctement. 4, il faut que les contenus soient de qualité. Et 5, si tout va bien, l'utilisateur nous consulte. Les contenus, on arrive sur cette quatrième partie qui concerne les contenus. Cette quatrième partie de contenu, comme on le voit là, je me mélange un peu, désolé, mais en résumé, on a intérêt à faire en sorte que nos contenus soient sémantiquement compréhensibles. La sémantique, c'est l'art de comprendre l'information, le sens, en fin de compte. Les moteurs de recherche sont tous sauf intelligents. Donc, il va falloir qu'on les nourrisse avec les bons mots pour qu'ils aient la certitude que les pages qu'on propose vont être pertinentes pour répondre à la requête, pour répondre aux besoins informationnels ou transactionnels de l'utilisateur. Et comment est-ce qu'on fait pour connaître les bons mots-clés? Les bons mots, on ne va pas parler de mots-clés, on va parler de co-occurrence, c'est-à-dire quels sont les mots qui vont garantir à Google que notre page est pertinente pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Ça, c'est très compliqué de le définir si on n'a pas des outils. Alors, là, je vais faire la pub d'une formation, notamment une formation qui s'appelle Rédaction Web et qui permet de créer, en fin de compte, des contenus complètement adaptés aux attentes des utilisateurs. Alors, c'est une formation qu'on vous propose, mais on a aussi plein de tutos qu'on a mis en ligne sur le web qui vous permettent de vous former tout seul si vous voulez le faire tout seul. Alors, comment on fait pour déterminer avec quels mots il faut rédiger? C'est extrêmement compliqué parce que la sémantique sur le web évolue à une vitesse extrêmement importante et même inquiétante. Le string, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le string, c'était une petite culotte. Il y a le jeu pour les enfants qui est arrivé.
sur le web et ça a mis pas mal le bazar quand même dans la sémantique. Et notamment pour Google, c'est quand même assez dangereux dans les images, quand on parle de string joué, de faire sortir des petites culottes si c'est les enfants qui font ce type de recherche. Il y a très longtemps, on faisait une stratégie pour un fabricant de petites cuillères qui s'appelle Suissex, là, pour attaquer le marché américain. Et ils ont un produit qui s'appelle le Spinner Blade. Le Spinner Blade, c'est une petite cuillère pour les pêcheurs là, qui leur permet de pêcher dans les algues sans que les hameçons se prennent dans les algues. Et au moment où on sort le site, eh ben, il y a le fameux end spinner qui arrive. C'est là Toupie là, avec lesquels les enfants jouaient là. Et ça a créé une confusion sémantique énorme. Et si on n'avait pas eu nos outils, notamment l'outil que je vais vous présenter, qui est capable d'analyser les analyses de Google. Parce que personne aujourd'hui, à part Google, est capable d'analyser le web, et même Google n'est pas capable d'analyser l'ensemble du web. Mais c'est lui le plus avancé en matière d'analyse du web. Et donc, on a pris le parti, plutôt que d'essayer de faire nos propres outils pour analyser le web, de créer des outils pour analyser les analyses de Google. Donc cet outil a été créé notamment par 4 personnes, mais là je vous présente que Sylvain et Guillaume, c'est les frères Perronnet. Sylvain Perronnet, c'est l'ancien développeur de Quant et de tout Quant Junior, là, le moteur de recherche pour les enfants, et Quant qui est le moteur de recherche qui protège la vie privée des utilisateurs. Et ils ont développé cet outil qui permet, en fin de compte, de trouver les mots avec lesquels on doit rédiger pour assurer la pertinence et faire en sorte que Google nous aime bien et nous fasse ressortir. Je vais passer cette partie-là parce que là, ça va être trop. Je suis désolé, on va pas avoir le temps. Il faudra peut-être qu'on refasse une autre conférence. Ça risque d'être un peu trop technique. Mais voilà, Google, son problème, quand on parle de Paris, est-ce qu'on parle de la ville de Paris? Est-ce qu'on parle de la mythologie? Ou est-ce qu'on parle de la fille de l'hôtelier? Il y a Paris Hilton, etc. Et là, c'est très compliqué. De la même manière, pour Google, quand je demande vitesse Jaguar, est-ce que je parle de la voiture ou est-ce que je parle de l'animal? Eh bien, dans notre page, pour que notre page soit référencée, si on utilise ce qu'on appelle des co-occurrences, on va permettre à Google de garantir que la page parle de la bonne chose. Alors notamment, une co-occurrence là pour Paris, eh ben, c'est la Tour Eiffel. Si je parle de Paris et de la Tour Eiffel, il y a de fortes chances que je parle de la ville de Paris et que je ne parle pas de mythologie, parce que la Tour Eiffel n'existait pas à l'époque de la mythologie, à l'époque au calendrier grec. Si je parle d'un hôtel, d'une blonde ou d'une vidéo coquine, il y a de fortes chances que je parle de Paris Hilton et pas de la ville de Paris. Et c'est très important parce que y a l'hôtel Hilton à Paris aussi. Et donc, comment je fais pour définir, en fin de compte, ces mots? C'est encore une fois très compliqué, même avec une culture générale très forte. Alors, ça permet de marquer des premiers points avec une culture générale très forte, mais ça ne permet pas de vraiment déterminer dans quelle proportion je vais devoir utiliser ces termes. Pour ça, il faut avoir un outil. Alors, je vais passer. Hop. J'étais un peu ambitieux, désolé. Alors, je vais vous montrer cet outil. Cet outil s'appelle Urtex Guru. Alors, je ne sais plus quel écran vous voyez là. Hop. Je vais recommencer un nouvel écran. Alors, là, vous pouvez le noter. Vous faire une démo en live. Alors, hop. Partage d'écran. Hop. Une fenêtre. Hop, voilà. Donc, c'est un outil qui s'appelle Urtex Guru. Et qui est très très utile. Je vais vous donner un exemple très simple. Hein. J'avais un client qui faisait de la chirurgie, qui fait de la chirurgie réfractive. Là, il vous redonne des yeux tout neufs. C'est quelqu'un qui a quasiment inventé la méthodologie et il comprenait pas pourquoi son site n'arrivait pas à ressortir alors qu'il avait un de ses élèves qui ressortait sur toutes les requêtes. Le problème, c'est qu'il n'avait pas compris
que quand il créait son site, il rédigeait avec ses mots à lui, ses mots d'expert. Et il est extrêmement légitime puisque c'est quasiment lui il a participé à l'invention de cette matière, de cette thématique. Mais il n'avait pas compris que derrière, sur le web, il y a Doctissimo. Et que Doctissimo, à lui tout seul, avec ses millions de pages, a créé une autre réalité sémantique pour Google et que les usagers n'utilisent pas les termes spécifiques du médecin, ils utilisent des termes grand public. Et comme il a rédigé son site avec et pourtant les termes les plus légitimes, il n'a jamais réussi à ressortir. Avec cet outil, très simplement, on est capable de définir quels sont les mots qu'il faut utiliser pour faire sa rédaction. Quels sont ces mots qui correspondent à la réalité sémantique du moteur de recherche. Alors, alors, désolé, je viens juste de changer de PC. Je retrouve mon mot de passe. Ah, il est là. Tout va bien. Vous voyez mon écran là? Oui, oui. Ok. Ne mets pas ton mot de passe en visible parce que. Alors, très simplement, cet outil, on a notre stratégie de mots-clés. On sait quels sont les mots-clés sur lesquels on veut attirer, avec lesquels on veut attirer nos visiteurs. Et une fois que j'ai trouvé mon mot-clé, je vais le rentrer dans l'outil. Et l'outil va aller chercher, en fin de compte, va faire une analyse des résultats de Google par rapport à cette requête. Il va aller chercher les textes proposés par les sites que Google a sélectionnés et il va faire une moyenne des mots pour nous sortir une liste de ces fameuses co-occurrences, les mots qui sont les plus pertinents et qu'il faudra utiliser dans nos textes dans une certaine proportion pour garantir à Google qu'on est pertinent pour ressortir sur formation commerciale. Et pour ressortir sur le mot-clé formation commerciale, eh bien, il va falloir que j'utilise les mots formation, commercial au féminin, commercial au masculin, vente, formation, etc. Il va nous sortir des listes de mono, bi et trigramme. Trigramme, c'est une constitution de 3 mots. Alors forcément, personnel, formation, CPF est beaucoup plus discriminant que formation. Parce que quand on parle de formation, on ne parle pas forcément de formation commerciale. Si je parle de formation, je vais vous en trouver, formation développement commercial, ici, on sait qu'on parle de formation commerciale. Il n'y a pas trop d'ambiguïté. Donc, on s'inspire dans la méthodologie de cette liste de co-occurrences pour préparer le plan de son document, le plan de rédaction de son document. Et ensuite, on rédige. Et une fois qu'on a fini de rédiger, eh bien, on va mettre notre rédaction directement à la moulinette. Et l'outil va nous sortir une courbe qui va nous permettre, là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, on voit. Donc là, sur l'histogramme, là, on a la courbe qui représente l'utilisation de chaque terme en fonction du dataset de référence, c'est-à-dire en fonction de la moyenne des sites positionnés sur la requête formation commerciale. Et pour chaque terme, on est capable de définir si on doit l'utiliser un peu plus ou un peu moins. Là, l'outil nous donne un score d'optimisation sémantique qui va de 0 à plusieurs centaines de pourcents. C'est juste un outil qui nous permet de nous positionner par rapport à la concurrence. Et là, un score de danger, c'est-à-dire est-ce que j'ai trop utilisé un terme par rapport à la moyenne. Là, je ne rentre pas dans les détails, mais là, on a un algorithme de classification-prédiction qui correspond en fin de compte au même mode de fonctionnement que les algos qui sont utilisés par Parcoursup pour envoyer les gamins dans des écoles. C'est le même type d'algorithme que vous aurez dans la gestion des risques en assurance pour créer des produits d'assurance ou pour savoir si quand vous prenez un crédit, si vous êtes dangereux ou pas pour le crédit, quoi. C'est terrible, mais l'intérêt de cette démarche sur le plan pédagogique, je le présente beaucoup à l'université, c'est d'expliquer la limite de ces algorithmes, notamment en matière d'usage. On aurait tendance à se glisser dans la moyenne et la moyenne, elle est forcément tirée vers le bas.
Nous proposons d'utiliser ces outils en prenant un petit peu de risque, mais pas trop, d'où la partie danger SEO, pour arriver à pousser un peu, à sortir un peu du lot, sans être repéré comme comportement suspect par le moteur de recherche. Mais là, grosso modo, c'est cet outil qui est utilisé par nos clients pour et par nous, hein, quand il y a une externalisation, pour créer des contenus au regard du mode de fonctionnement des algorithmes des moteurs de recherche et pour offrir, en fin de compte, les contenus les plus pertinents aux moteurs de recherche, mais aussi à l'utilisateur. Parce que si vous faites des contenus que pour le moteur de recherche, il ne faut pas oublier que le moteur de recherche, il travaille pour l'utilisateur et ce qui l'intéresse, c'est de savoir si l'utilisateur a une bonne expérience. Donc là, tout l'enjeu, si vous voulez, c'est de réussir à créer des contenus de qualité pour l'utilisateur et qui prennent en compte les contraintes des moteurs de recherche, qui sont tout sauf intelligents. Ensuite, quand on descend, là, vous allez me dire, ouais, mais je dois être à quel score? Le score, c'est le bon, c'est celui qui marche dans un contexte. Donc, l'outil vous sort, en fin de compte, les scores d'optimisation de tous les concurrents qui se positionnent sur cette requête. Et là, par exemple, on voit un site, là, Pôle emploi, vous voyez là, qui n'a aucun score pour la simple raison qu'il est très mal structuré. Le code est mal structuré et l'outil n'est pas capable de comprendre le code. Alors, ce qui se cache derrière, c'est probablement un site qui est mal branlé, qui est mal structuré aussi pour les personnes non-voyantes, pour les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, les sites comme Pôle emploi doivent être accessibles. Donc là, ça m'amène à me dire que je vais peut-être aller les prospecter. On travaille beaucoup dans ce domaine-là. En tout cas, l'outil vous permet, de trouver les mots avec lesquels il faut faire votre rédaction par rapport à une requête. Et deux, il vous permet de définir dans quelle proportion vous devez utiliser ces mots au regard de la concurrence. Thomas demande s'il Voilà. est bien classé. Pardon? Thomas demande s'il est quand même bien classé. C'est-à-dire, Thomas, tu peux prendre la parole? Ouais, Thomas, tu peux réagir. Salut Stéphane. Ouais, du coup, Salut. on le voit il y a une sorte de classement par rapport à ce terme-là sur formation commerciale et ils sont quand même en 3e position. Alors, non, il n'est pas là-dedans, là, je ne l'ai pas vu. Hein. Ah oui, Pôle emploi, oui, pardon. Alors pourquoi est-ce que Pôle emploi est bien classé? Parce que dans le domaine du référencement, il y a des blacklists et des whitelists. Hein. Google sait très bien qu'on a des sites de confiance qu'il ne peut pas déclasser. On est sur un site gouvernemental. On est sur un site de confiance. Donc, ils peuvent faire toutes les conneries du monde, ils disparaîtront jamais. Ce qui n'est pas notre cas. Par contre, là, ça m'a permis d'observer qu'en matière d'accessibilité, il y a peut-être un problème. Donc là, ça me donne une porte, ça m'ouvre une porte parce que le référencement, ils s'en moquent royalement, hein, clairement. Je pourrais pas aller les chercher sur du référencement, mais là, je peux aller les chercher sur. Et donc, c'est une autre. Si je vous montrais, c'est une manière de détourner en fin de compte l'usage de Your Text Guru. De la même manière, en matière de benchmark concurrentiel. Là, c'est un truc de dingue, hein, parce qu'on tape une requête et on voit tout de suite les concurrents et on voit en fonction du score d'optimisation, etc., si on a affaire à des gens sérieux ou pas, quoi. Là, quand on voit du 61 et 6%, on se dit qu'ils ont bossé un peu, quoi. Là, l'AFPA, là, on voit qu'ils n'ont pas bossé. Par contre, l'AFPA est très puissante parce que c'est pas parce que vous avez les contenus les plus pertinents en matière de sémantique que vous arriverez à être premier. Hein. Derrière, comme je vous le disais tout à l'heure, le web, c'est des contenus, donc ce sont des pages et des liens. Et les deux sont importants. On va pouvoir se positionner sur la première page de Google la plupart du temps en ayant cette démarche de stratégie au niveau des contenus. Mais on ne se positionnera jamais en première position avec les contenus, ça ne suffira jamais. Il faudra avoir des liens. Il faudra avoir des liens depuis des sites puissants et des sites qui sont dans la même thématique. Mais là, c'est encore un autre sujet. On touche à ce qu'on appelle au netlinking. Mais c'est encore le netlinking, c'est un sujet de référencement pur et dur. Mais si je vous présente ça, c'est que c'est le plus simple, le plus accessible, le plus à votre portée. Ensuite, le netlinking, ça devient technique, ça devient assez complexe et dangereux. Ça s'improvise pas. Mais vous en aurez du netlinking, des liens, vous en aurez si vous faites des liens, vous en aurez de manière naturelle. Sans même le savoir, vous aurez des gens qui vont créer des liens vers votre site si vous créez des contenus pertinents et de qualité, quoi. Donc voilà, je montre un truc.
Inbound marketing. On va pas tarder à Hop. conclure, Stéphane, il est 12h05, donc. Ouais, bah oui. Bah, vous voyez là, on fait vous voyez, tuto Your Text Guru, et vous voyez qui ressort en premier là. Donc pourquoi? Parce que j'ai une formation à vendre sur Your Text Guru et que je sais qu'il y a plein de gens qui entendent parler de l'outil, qui s'essayent, mais qui rencontrent vite des problèmes. Donc on a fait un tuto et derrière on fait la pub de la formation. Voilà. Qui a des questions? Hop, comment je fais pour N'hésitez pas à rallumer vos micros si vous avez des questions ou les poser dans le chat selon vos préférences. Concernant, je vois qu'il n'y a plus spécialement de questions, donc on va vous libérer. On vous remercie encore une fois pour votre attention et votre fidélité pour ce 3e épisode du Cahier de vacances Web Marketing. On se retrouve mercredi prochain de 11h à midi également avec une thématique sur le réseau social qui est LinkedIn et travailler ses ventes via son réseau LinkedIn. Ce sera avec Jean-Christian Rivet de NetStratège. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et bonne journée parce qu'on n'est que midi en fait. Bah, bon appétit. Un bon appétit et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Caroline et merci à toutes et à tous pour cette participation.